Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. 0826 300 300, la vérité en face, avec notre invité en studio. Bonjour à vous, Laure Miller. Bonjour. Vous voilà, vous êtes la députée Ensemble pour la République de la Marne et vous êtes à l'origine de cette proposition de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors elle a été votée en première instance à l'Assemblée nationale, c'était fin janvier. Oui, 26 janvier. L'idée c'est d'interdire les RS, comme on dit, les réseaux sociaux aux moins de 15 ans de façon ferme aujourd'hui dans ce pays, en France, ce qui marquerait quand même, ce serait un exemple mondial après l'Australie. L'idée c'est que cette proposition de loi est au Sénat, elle est déjà arrivée. Il y a eu en commission des aménagements qui ont été faits pour cette proposition de loi. Elle est votée ce soir, Laure Miller, et il y a quelque chose qui est en train de changer en réalité sur votre texte, c'est-à-dire que il y a une sénatrice elle est centriste de Seine-Maritime, je fais le pitch, Catherine Morin-Desailly, qui a fait adopter un amendement, là, Laure Miller, vous intervenez, qui change la nature de votre texte. En quoi est-ce que cela change votre texte ? De deux manières. Cet amendement que cette sénatrice a introduit et fait adopter en commission, à la fois il dresse une liste de réseaux sociaux bien déterminée, en fonction du contenu mauvais que certains des réseaux sociaux peuvent générer. Et cette liste, elle pose un sujet, déjà parce qu'on a vu que cette liste... en Australie, elle ne fonctionne pas bien, puisque les jeunes vont sur les autres réseaux sociaux. Parce qu'eux ont une liste. Oui, déjà. En Indonésie, ça a été voté samedi, il y a aussi une liste. Oui, Voilà. Et la liste, c'est pas tous les réseaux sociaux. Exactement. Et donc ça a des limites, en effet, puisque les jeunes vont se reporter sur d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas sur la liste. Et c'est un peu un espèce de jeu du chat et de la souris, et ça ne fonctionne pas très bien. Mais surtout et fondamentalement, l'idée de cette liste, si elle est adoptée aujourd'hui, met en péril finalement le texte tout entier, puisqu'en fait, la liste conduirait à introduire une règle nationale s'agissant des réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux nocifs dans cette liste et les autres. Et en fait, c'est contraire aux droits de l'Union européenne, puisque le DSA a une définition générale, le Digital Services Act, le règlement européen. Eh bien, il met en place une définition des réseaux sociaux. Et si nous dressons une définition propre à la France, eh bien, nous sommes en infraction au règlement européen. Oui, cela contreviendra à la règle européenne, mais il n'y a pas que cet aspect, on va dire, juridique et communautaire des choses. Il y a aussi ce que vous défendez, le principe, Laure Miller, pour bien comprendre ce que vous avez mis sur la table. Vous êtes soutenu, je crois, dans l'esprit par le président Emmanuel Macron, mais soutenu par le gouvernement. C'est une proposition de loi, cela émane de vous, député. Vous avez fait l'unanimité ou pas à l'Assemblée là-dessus ? Alors, pas l'unanimité. Pas vraiment, la France Insoumise, en particulier, s'est opposée à la proposition de loi. Mais en effet, c'est un texte qui est largement soutenu par les Français, puisqu'il y a 80% des Français qui sont favorables à cette interdiction. Ça signifie, Laure Miller, que si d'aventure la proposition votée telle que vous l'avez émise, les parents, quelque part, ça les débarrasserait de toute forme de responsabilité à la maison, parce qu'ils diraient, mon coco ou ma chérie, tu fermes ton téléphone, c'est la loi. Exactement. Et il y a beaucoup, j'ai reçu beaucoup de messages de parents, et puis même à Reims, quand je me promène, il y a des parents qui viennent me voir assez naturellement. Ça me touche beaucoup d'ailleurs, pour me dire merci, parce qu'en fait, on avait un vrai conflit à la maison avec ce sujet des réseaux sociaux, qui soit était déjà arrivé dans nos vies, soit allait arriver avec des jeunes qui ont aujourd'hui 11-12 ans. Et au moins, le fait que la loi le prévoit et l'interdise, eh bien ça règle finalement ce conflit, ça règle le débat. Et par ailleurs, ce que je voulais rajouter, c'est que dans la proposition de cette sénatrice, il y a aussi l'idée de réintroduire l'accord parental. Voilà. Et il nous semble, avec aussi les familles de parents qui ont déposé un recours, vous savez, le collectif Algos Victima, dont nous allons entendre un témoignage dans un instant. Oui. Il leur semble aussi, et moi je partage leur opinion, que finalement réintroduire les parents, finalement on revient à la case départ quasiment, parce qu'en fait il y a les parents qui seront bien informés, qui auront cette capacité, soit en termes d'autorité, soit en termes de temps passé avec leur enfant, de fixer des limites. Et puis il y a les autres parents, finalement, qui n'ont pas cette capacité-là et qui donc auront des enfants qui seront sur les réseaux sociaux avec les effets qu'on connaît. Ça veut dire que si nous établissons une liste des réseaux sociaux fréquentables, du coup, ce sont les parents qui auront, pour cette partie-là de ce que les enfants, enfin les adolescents et d'ailleurs les adultes vont consulter, ce sera aux parents
d'avoir la responsabilité de faire les choses. Là, c'est ce qui change aussi, Laure Miller, fondamentalement l'esprit de la loi. Du coup, la responsabilité revient sur leurs épaules. Exactement. Or, si on prend un tout petit peu de recul, regardez les produits dont on sait aujourd'hui qu'ils sont nocifs. Je pense évidemment à la cigarette ou à l'alcool. On n'a pas dit aux parents, à vous de donner l'accord ou de ne pas donner l'accord. Lorsqu'il y a un sujet de santé publique, en réalité, l'État et les pouvoirs publics ont la responsabilité d'intervenir et d'interdire ce produit. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire que... On verra bien ce que vote le Sénat ce soir. Hein. Franchement, entre nous, la messe est dite, non? Nous savons très bien ce que... Les choses ont bougé ces derniers jours, donc moi j'ai bon espoir, je reste optimiste. Nous verrons ce que le Sénat... Il y a une part de suspense, hein, oui, j'imagine. Ouais, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les jeunes vont facilement contourner la mesure si elle est votée? Alors, évidemment. Alors, toute règle est contournée. Personne, il n'y a pas un policier là en ce moment devant le stop à côté de vos studios, et donc forcément le stop est sans doute régulièrement grillé. Oui. Donc, de toute manière, une règle lorsqu'elle est édictée, on sait qu'elle peut être contournée. Est-ce que pour autant il ne faut pas l'édicter? Est-ce qu'il faut retirer le stop? Je ne crois pas. Il faut le maintenir. Donc, il me semble que la règle, elle est nécessaire à poser déjà. Et je pense que, en plus, pour un jeune, ça n'est pas la même chose d'aller sur les réseaux sociaux demain en sachant qu'ils sont autorisés que d'y aller en sachant qu'ils sont en train d'enfreindre une règle qui est posée dans la loi française. Je pense que intellectuellement et moralement, ça n'est pas la même chose. Par ailleurs, cette règle, elle a aussi vocation à sensibiliser les parents, leur dire attention, regardez bien ce que font vos enfants de moins de 15 ans avec leur téléphone s'ils ont un smartphone. Regardez, puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux sont interdits. Donc évidemment, il faut aussi qu'il y ait une sensibilisation massive. Et puis il y a aussi des jeunes, je suis désolée de le dire, qui respectent les règles, d'autant plus qu'ils les ont comprises. Et là, c'est aussi notre rôle de pouvoir expliquer la règle. J'en ai rencontré, c'est rare, hein. Ça existe. J'en fais partie, je faisais partie. Je plaisante. Votre loi, donc, qui serait un peu un affichage politique, disent vos détracteurs. Hein, je ne fais le porte-voix de vos détracteurs. C'est toujours intéressant de voir quelles sont les critiques. J'en entends une autre. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire porter aux plateformes, ce qui serait liberticide, la responsabilité qui relève justement des parents? Parce qu'il y a l'accusation qui est audible, inversée. Oui, bien sûr. Moi, je crois pas. Je crois que ces plateformes, elles sont surpuissantes. Elles ont dépensé des millions de dollars pour avoir et créer un mécanisme qui nous rend addicts, qui nous rend dépendants. C'est un design qui a été conçu pour cette raison-là. Elles savent très bien la nocivité de leurs plateformes, de leurs algorithmes, de leur design sur les jeunes en particulier, sur la population de manière générale. On a depuis la semaine dernière maintenant des jugements aux États-Unis qui ont été rendus et qui en effet pointent du doigt la responsabilité de ces plateformes qui savaient la nocivité de leurs produits, qui avaient conçu leur design pour rendre les gens addicts et qui n'ont pas pris les mesures pour protéger notamment les plus vulnérables, les jeunes. Donc aujourd'hui, on le sait, et quelque chose qui est surpuissant comme ça, les parents ne peuvent pas survivre à ça au quotidien. C'est-à-dire, il faut quand même une intervention, je pense, de la puissance publique. Vous pensez, Laure Miller, alors c'est un sujet aussi de santé publique, parce que surtout chez les jeunes gens, les très jeunes gens, parce que aussi les enfants, les très petits enfants sont, on va dire, addicts aux écrans. C'est un sujet de santé publique. Vous pensez que c'est un combat qui est difficile à mener quand même malgré tout, parce que vous avez ceux qui sont complètement rivés sur les RS, les réseaux sociaux. Il va falloir leur dire du jour au lendemain, stop, c'est fini. Hein. C'est comme dire à un fumeur, tu arrêtes dans la seconde là. Et un jeune hier, j'étais dans un lycée, m'a répondu en effet ça. Il m'a dit, mais vous pensez pas que c'est un peu radical? Est-ce qu'il faudrait pas faire comme les addictions et nous permettre de l'avoir peut-être 1 heure par jour pour y aller finalement par palier? Oui. Alors bon, je sais pas si on peut comparer ça et on comparait les effets lorsqu'on manque de réseaux sociaux aux effets sur le corps lorsqu'on manque de drogue ou d'alcool, que sais-je, ou de cigarettes, de tabac. Mais en effet, c'est un combat qui est dur à mener et ça suppose aussi de réinventer aussi la vie des jeunes. Moi, je suis frappée par le fait que lorsque je vais voir des jeunes qui sont en CM1, CM2 et je leur demande systématiquement ce qu'ils font après l'école, après avoir fait leurs devoirs. Ils me citent 10 activités entre la lecture, les dessins animés, les jeux vidéo, les sorties, le foot, etc. Et quand j'arrive chez des jeunes qui ont 2 ans de plus, ils ne savent plus rien faire d'autre que le téléphone. Nous sommes en ligne avec Gaëlle B. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes membre du collectif qu'évoquait Laure Miller il y a un instant, Algos Victima. Peut-être pour expliquer à nos auditeurs de quoi il en retourne. Nous vous avions reçu déjà Algos Victima dans cette émission récemment. C'est un collectif on va dire de parents de victimes des réseaux sociaux. Vous êtes attaqué essentiellement à TikTok qui fait des ravages. Votre fille avait 2 tentatives de suicide, Gaëlle. Racontez-nous
dites-nous, j'imagine que cette loi, pour vous, elle peut être une réponse, on va dire, efficace. Et dites-nous. Alors. Ben oui, parce que en tant que parents, enfin dans notre histoire, mais je pense que c'est aussi intéressant de penser à tous ces enfants. Nous, les parents, nous ne nous étions absolument pas rendu compte, parce qu'il y avait du contrôle parental, etc., à quel point le contact, même un quart d'heure, 20 minutes par jour, peut entraîner les enfants dans des spirales mortifères. À force d'être au contact de contenu terrible. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre fille, Gaëlle ? Ce qui s'est passé pour ma fille, c'est que comme tous les adolescents, elle était dans une période où on n'est pas très bien. Elle nous l'a dit après, d'ailleurs. Dans sa classe aussi, donc 5e, il y avait beaucoup d'adolescents qui n'allaient pas bien. Le contact avec des contenus sur TikTok lui ont donné l'idée, si on veut, et aussi à tous les élèves de sa classe, de se scarifier. Il y a eu une forme de spirale. Elle a été au contact de contenus où ça parlait de scarification, d'ingurgiter des médicaments mortifères, et puis beaucoup de contenus sur l'apparence, qui lui ont donné, qui ont impulsé le fait d'arrêter de manger. Oui. Avec une anorexie qui l'a conduite à être hospitalisée très longuement. Et vous avez mis du temps, j'imagine, à comprendre ce qui se passait dans le secret, au fond, de la vie de votre fille. Hein. C'est parce que ça se passait hors les radars, hors votre contrôle, si je puis dire. Oui. Complètement. Oui. Et c'est bien en ça où moi je suis très en colère en fait quand j'entends quelque chose qui est on va priver les enfants de bonnes choses. Alors oui, peut-être il y a des choses qui sont bonnes dans les réseaux sociaux, mais il y a comme des choses terribles qui sont comme des mines antipersonnelles et que personne ne peut soupçonner. On ne peut pas savoir. Avec ces algorithmes qui poussent des contenus vers nos enfants, on ne peut pas savoir ce qui va leur arriver sous les yeux. L'algorithme qui fait des ravages, qui va chercher, c'est l'économie de l'attention. On va chercher, au fond, on se transforme les utilisateurs en purs consommateurs, en parfois flattant ce qu'il y a de pire en soi. Nous le vivons chacun devant nos propres réseaux sociaux. Gaëlle, la loi qui va être votée, vous en attendez beaucoup ? J'en attends énormément parce que mon intime conviction, c'est que aujourd'hui, on voit les choses se faire et c'est cette loi est la seule chose que nous avons immédiatement disponible pour agir. Il suffit pas d'en parler. Chaque seconde où on en parle, et là on en parle beaucoup, ce qui est énorme parce que je peux vous assurer qu'il y a un an, personne n'en on parlait, se sentait bien seul. Hein. Oui, j'imagine. Il faut arrêter de parler, là il faut agir. Et agir, c'est interdire, c'est ne pas laisser... des conditions. Alors, je vous assure que de demander aux parents une case à cocher, est-ce que vous êtes d'accord ? J'étais extrêmement choquée. C'est un pas en arrière déjà à vos yeux, hein, j'imagine. Oui. Énorme. Oui. C'est remettre la responsabilité encore plus fort sur les parents et surtout dédouaner totalement ces géants de leur responsabilité mortifère. Merci Gaëlle. Je tiens à rappeler les membres du collectif Algos Victima dans un court instant après la pause. Laure Miller va réagir à ce que vous avez dit, ce récit qui est poignant. Quand nos enfants sont ainsi menacés, parfois ça se passe sous notre nez, on ne le voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe, mais la réalité est aussi simple que ça. Ces réseaux sociaux peuvent être absolument ravageurs avec, effectivement, vous allez le rappeler, Laure Miller, les algorithmes qui vont chercher ce qu'il y a de plus complexe en nous, en flattant parfois ce qu'il y a de pire. Merci à vous Gaëlle B, donc membre du collectif Algos Victima. Je rappelle que votre fille a fait 2 tentatives de suicide et les membres du collectif se sont unis pour attaquer TikTok. Laure Miller, on vous retrouve dans un instant, 0826 300 300, la vérité en face, pour évoquer cette loi votée au Sénat, peut-être votée avec des aménagements qui ne sont pas forcément les meilleurs.
À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilli. Avec notre invité Laure Miller, députée Ensemble pour la République de la Marne, à l'origine de la proposition de loi sur l'interdiction, c'est vous, des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Lourde responsabilité qui est la vôtre, Laure Miller. Vous avez porté une attention très particulière sur ce qui va se passer ce soir au Sénat, qui doit donc voter en deuxième lecture cette loi qui fait l'objet, je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours, l'objet d'aménagement à travers un amendement d'une sénatrice centriste de Seine-Maritime, Catherine Morin-Desailly, j'imagine que vous connaissez, qui elle a introduit un distinguo désormais. Il y aurait les réseaux interdits, pas les autres. Ce serait au ministère du numérique de décider quelle est la liste des infréquentables réseaux sociaux et de ceux que les gosses pourraient aller visiter. Et ce serait aux parents d'aller interdire ou pas cette fréquentation-là. Donc responsabilité pour les parents, ce qui n'est pas le cas avec votre loi, parce qu'elle interdit tout le réseau, point à la ligne. Et j'ajoute que votre loi, vous l'avez rappelé, est conforme au DSA, au règlement européen. Au règlement européen, ce qui ne serait pas le cas avec la loi transformée. Peut-être, on verra au vote, au Sénat. Vous avez entendu Gaëlle, membre du collectif Algos Victima. Avant la pause, sa fille a fait 2 tentatives de suicide. Laure Miller, ce sont des récits toujours poignants. Oui, moi je les ai rencontrés, ces familles, à l'occasion de la commission d'enquête sur TikTok l'année dernière, il y a quasiment pile 1 an. Et en effet, c'est des témoignages poignants. Déjà, je veux rendre hommage à leur courage de venir témoigner, de parler de ce qu'ils ont vécu, de parler de leur enfant. Il y a aussi des jeunes qui étaient venus témoigner à huis clos. Et en effet, c'est des témoignages qui sont bouleversants. Et c'est finalement le haut de l'iceberg. Il faut aussi s'imaginer qu'il y a beaucoup de parents dont on ignore l'existence et qui sont en proie à ces difficultés avec leurs jeunes et dont les jeunes sont rentrés dans ces spirales mortifères telles que Gaëlle les évoquait à l'instant à la radio. Laure Miller, vous êtes toujours perçu, quand je dis vous, c'est-à-dire ceux qui défendent l'idée selon laquelle il faut évidemment interdire de façon sanitaire cet accès aux réseaux sociaux, comme au fond liberticide, un brin rabat-joie ou irréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses qui font partie de l'évolution de la société et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et au fond, ce serait un combat un peu étrange, un peu passéiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais moi, je suis toujours frappée par ça. C'est-à-dire on a l'impression que tout le monde est assez fataliste. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'études scientifiques et on en a chaque jour davantage qui nous démontrent maintenant par A plus B que ces réseaux sociaux sont nocifs pour la santé mentale des jeunes, mais aussi pour la santé mentale de manière générale de toute la population. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'entête. Le progrès, ça n'a aucun sens si le progrès nous conduit à avoir des difficultés dans notre bien-être. Et donc je pense qu'il faut pouvoir arrêter cette machine infernale que sont ces plateformes de réseaux sociaux. Et ça ne fait pas de moi, je crois, quelqu'un de passéiste. Je ne suis pas amiche. Je pense qu'il faut se servir de la science, se servir des nouvelles technologies lorsqu'elles sont utiles à notre quotidien. Mais je pense que quand elles menacent notre quotidien, qu'elles menacent le lien social, qu'elles menacent le bien-être de chacun, il faut pouvoir dire stop. C'est des grandes machines, c'est des grandes plateformes américaines ou chinoises qui sont surpuissantes. Moi, je crois que la règle de droit, le droit doit pouvoir être au-dessus. Alors, il y a cette tribune publiée par Libération, signée Servane Mouton, neurologue, neurophysiologiste, et Amine Benyamina, psychiatre spécialiste en addictologie, qui dit en substance que les publications scientifiques, les rapports s'accumulent. C'est pas du tout un combat de quelques illuminés isolés, qui attestent des impacts délétères de l'usage des réseaux sur la santé des plus jeunes, perturbations du sommeil, troubles de la vision, sédentarité, perturbations du développement neurologique, socio-relationnel, altération de la santé mentale, cyberharcèlement, cyberpédocriminalité et, comme en témoignait Gaëlle, des enfants qui tentent de se suicider, voire certains qui arrivent à passer à l'acte malheureusement. Nous sommes face, Laure Miller, à un sujet sanitaire mondial. C'est une pandémie. En tout cas, c'est mondial, clairement, et tout le monde se réveille. On a cette impression, en tout cas, puisque je vous parlais tout à l'heure des actions en justice qui ont commencé à porter leurs fruits aux États-Unis, mais il y en a des centaines d'autres qui arrivent derrière, y compris aux États-Unis. Il y en a une en France, évidemment, il y en a en Angleterre, il y en a un petit peu partout. Donc il y a à la fois la justice qui commence à regarder, à mettre le nez dans ces affaires et à analyser la structuration de ces réseaux sociaux. Et puis par ailleurs, il y a aussi les États, les gouvernements qui prennent enfin leurs responsabilités. L'Australie, on l'a dit, a été
c'est le premier au monde à le faire et il faut en effet les remercier d'avoir ouvert la voie avec une liste. Mais c'est les premiers, donc moi je les juge pas. Je dis qu'au contraire, ils ont beaucoup de mérite d'avoir enclenché ce mouvement. Et puis en France, évidemment, nous sommes les premiers dans le sens où notre proposition de loi, elle a déjà été examinée et adoptée en première lecture à l'Assemblée, et qu'elle serait, si tout se passe bien, et je croise les doigts, elle serait appliquée dès le 1er septembre. Mais il y a aussi une quinzaine de pays derrière qui demandent nos écritures, qui demandent comment nous avons fait, si c'est bien conforme à la Commission, à ce que attendent de nous la Commission européenne. Et donc on voit bien qu'il y a un mouvement aussi derrière nous et derrière les premiers pays à le faire qui est très très grand et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Alors c'est une procédure accélérée, ça veut dire qu'il y a un aller et un retour. L'aller c'est l'Assemblée, le retour c'est le Sénat, puis ensuite si ça ne va pas c'est une commission mixte paritaire et puis s'en va. Laure Miller, si d'aventure le texte est transformé tel que les sénateurs l'envisagent, c'est une défaite pour vous ? Non, c'est pas une défaite, c'est voilà, ça nous met un petit bâton dans les roues. Oui, mais on pourra. Je suis persuadée qu'on pourra rectifier et qu'on pourra faire entendre raison. Encore une fois, c'est des heures et des heures de travail, en particulier de la part du gouvernement, de Anne Le Henaf, qui est ministre en charge du numérique, et c'est des heures de travail en sous-main, en sous-marin, avec la Commission européenne pour vraiment être sûr que chaque mot, vraiment chaque mot est conforme, parce que c'est vraiment un trou de souris qu'on nous propose pour cette interdiction par la Commission européenne. Donc que chaque mot est conforme aux lignes directrices de la Commission européenne de juillet dernier. Donc non, c'est pas une défaite, c'est juste une étape supplémentaire qui nous est entre guillemets imposée, mais c'est aussi le respect des deux chambres du Parlement. Il faut bien évidemment respecter ce que veulent les sénateurs. Simplement, à la fin, je suis persuadée qu'on arrivera à trouver le bon chemin. Vous pensez que les sénateurs sont sous influence des lobbies, des plateformes ? Est-ce qu'ils ont agi à la Haute Assemblée, dans les couloirs ? Alors, j'ignore précisément ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que les lobbies de ces grandes plateformes agissent. Il y a régulièrement des petits déjeuners, des déjeuners qui sont proposés par les grandes plateformes. Les grandes plateformes, on peut les citer. Meta, TikTok, évidemment, YouTube, toutes ces Google, tout ça. Donc vous avez des représentants de ces géants-là qui invitent à déjeuner. Oui, qui suggèrent des rendez-vous, qui organisent en effet des petits déjeuners sous couvert d'amélioration de la santé mentale. En plus, c'est bien fait. Et par ailleurs, en effet, moi je les ai toujours refusés, mais il y a des députés ou des sénateurs qui de bonne foi y vont pour s'informer. En réalité, il ne faut pas être dupe. Ils sont là pour nous vendre. C'est une forme de greenwashing de ces grandes entreprises qui essayent de nous vendre des accords parentaux, des comptes pour les jeunes, pour les adolescents, etc. Tout ça est de la poudre aux yeux, puisque le fond de leur commerce, de leur business, c'est évidemment l'économie de l'attention, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc oui, ça existe. Je ne sais pas, je n'accuse pas du tout les sénateurs, mais le lobby est très fort et puis il est plus insidieux. Je pense qu'en effet, il y a un parallèle quand même à établir. Il faut apprendre sans doute de nos erreurs et de ce qui s'est fait dans le passé. Quand on a vu la force de l'industrie du tabac il y a quelques décennies, qui finalement structurait le débat public. J'allais vous poser la question. Ils structuraient le débat public, c'est-à-dire sans qu'on en ait vraiment conscience. Ils ont investi des laboratoires scientifiques. Ils ont investi et demandé un certain nombre d'études scientifiques pour finalement orienter le débat de façon en effet très insidieuse, si bien que en fait leur stratégie, c'est la stratégie du doute. C'est en effet qu'on ne soit pas sûr vraiment de l'impact en l'occurrence du tabac, mais aujourd'hui des réseaux sociaux sur la santé mentale. Et on le voit aujourd'hui, il y a des scientifiques, des psychologues qui ont pignon sur rue, qui viennent régulièrement dans les médias nous dire que en fait c'est pas sûr et qu'il ne faut pas trop réglementer parce qu'on n'est pas certain qu'il y a encore des bénéfices qui peuvent être finalement avérés de la part des réseaux sociaux. Et donc, ils instillent le doute, et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Quel est l'argumentaire, au fond, des responsables, ou du moins de leur relais, des grandes plateformes, des Meta, vous les évoquez, les TikTok, il ne faut pas en oublier, évidemment, mais on les met tous dans le même sac, si je puis dire. Quel est l'argumentaire pour battre en brèche le discours que vous portez autour de l'impact sanitaire des plateformes, des réseaux sociaux ? Quel est l'argumentaire ? Ils ont des études qui montrent qu'en effet, ça n'est pas complètement tabac, démontré. Comme jadis, exactement comme le tabac. Ils ont des études sous la main qui démontrent que c'est pas tout à fait démontré, qu'il y a encore un doute et que le doute doit profiter à leur business d'une part. Et puis par ailleurs, ils ont, comme je vous le disais, ils étalent finalement toutes les mesures qui soi-disant leur permettent de justifier une sécurité, en tout cas ce qu'ils estiment comme étant une sécurité pour les jeunes sur les plateformes, avec des comptes spécialisés pour les ados qui ne montrent pas tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais la vérité, ou des temps limités pour l'accès, mais en vérité, on sait tous qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour continuer à regarder les réseaux sociaux et qu'on le fait tous, que les jeunes le font évidemment. L'industrie du tabac, vous évoquez ce parallèle qui est intéressant, a changé. Aujourd'hui, elle va vers des produits de substitution. Et puis en expliquant qu'après tout, il y avait une prise de conscience également que la cigarette, c'était fini, ça va s'arrêter un jour. On n'en est pas encore là avec les réseaux sociaux.
Non, on n'en est pas encore là. Il n'y a pas de produit de substitution. Il n'y a pas encore de produit de substitution, mais il en faudrait. Enfin, en tout cas, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on offre aux jeunes aujourd'hui. Si vous leur proposez soit les réseaux sociaux, soit un bon livre, évidemment qu'ils vont pas choisir le bon livre parce que ça demande une espèce d'effort pour rentrer dedans. Compliqué, donc il y a un vrai sujet. C'est le combat en parallèle. C'est un combat en parallèle. Retour de la lecture. Ouais, exactement. Laure Miller, vous diriez aujourd'hui, et ça serait une façon de conclure cet échange avant le vote au Sénat ce soir. Vous diriez aujourd'hui qu'il y a une génération perdue. J'ai entendu cette expression qui est un peu sévère, mais qui interpelle quand même. Oui, c'est un peu sévère, mais en effet, il y a une génération qui est largement impliquée là-dedans et qui a des séquelles, c'est aussi extrêmement sévère, mais qu'il faut sauver. Et je pense qu'il est encore temps de la sauver. Oui. Mais c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Le calendrier, donc, c'est ce vote au Sénat ce soir. Il est à parier que les amendements se retrouvent dans les urnes des sénateurs. Je suis optimiste. Tout peut encore changer. Et on va dire la résolution de cette proposition de loi, la fin de son parcours, c'est quoi? C'est avant l'été? Oui, c'est avant l'été. L'idée, en effet, c'est avant la trêve estivale. Et transformer la France comme un nouveau pays. Le premier pays à prendre ses responsabilités et à sauver ses enfants. En Europe. En Europe. Merci à vous, Laure Miller. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous serons très attentifs ce soir à ce vote. Il faudra vous réinviter pour que vous en fassiez l'analyse, le commentaire. Nous verrons bien si vous avez déjà entendu. Merci à vous et bienvenue Maxime Liédeau. Mais bonjour Monsieur Jean-François. Bonjour Maxime, ça va? Mais toujours. Alors, sur quoi vous allez nous mettre d'accord aujourd'hui? Eh bien, on va essayer en tout cas de vous mettre d'accord entre 10h et midi. Le numéro c'est le même, 0826 300 300. On va parler de la candidate à la veste verte, Marine Tondelier, qui a fait une petite apparition médiatique et qui les multiplie depuis quelques heures pour une très bonne nouvelle. Elle est enceinte, mais nous la question qu'on va se poser de cette histoire. Je suis dubitative. Non, mais qu'elle se serve de son parcours personnel pour mettre en évidence des difficultés de femmes sur les fausses couches et sur le parcours des PMA, c'est sans doute une bonne chose. Après, j'aime pas trop l'idée de personnifier. Ça sera notamment un peu le thème du débat. Est-ce que la communication politique arrive à ses limites quand on met à ce point la vie privée en avant? Et puis, est-ce que vous en avez ras la couenne, mon cher Jean-François? La quoi, là? Ras la couenne. C'est une expression française, monsieur, employée par Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui dans un entretien à la radio hier a dit: je crois que les Français en ont ras la couenne de la politique. Comprenez, ras-le-bol. Est-ce que c'est le cas, amis auditeurs? Est-ce que vous aussi vous en avez marre de la politique? Ou peut-être que vous n'en avez pas marre du tout de la politique? Ce sont les politiques, les représentants politiques que vous ne pouvez plus voir. Ce n'est pas la même chose. 0826 300 300. Bonne émission.